Et bienvenue dans ce troisième webinaire consacré au thème de l'hydrogène, cette fois-ci adapté aux mobilités lourdes. Ce webinaire, il est comme toute la série réalisé en partenariat avec les réseaux Dynamise et France Hydrogène, représentés aujourd'hui par Jacques N. Réalisons aussi en partenariat avec le pôle métropolitain frontalier. Bonjour à Marie Azambre, sa directrice, et la région Grand Est. Et sans plus attendre, je tiens à remercier de leur présence en tant qu'intervenant aujourd'hui, Monsieur Yannick Leguet. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc le directeur technique et du développement commercial du groupe Alstom, dont la renommée n'est plus à faire, et vous nous présenterez le train hydrogène qui est produit par Alstom et qui roule déjà depuis 2018 en Allemagne. Raphaël Plançon, bonjour, vous êtes responsable RSE et développement durable du groupe Mofrec. Vous nous présenterez aussi à la fois votre groupe, mais aussi les réflexions que vous menez pour transformer votre flotte, en tout cas une partie de votre flotte, et intégrer des véhicules hydrogène, puisque l'hydrogène touche aussi les tracteurs donc de poids lourds que nous voyons sur nos routes. Monsieur Plançon, donc à vous la parole. Vous pouvez partager votre écran. On vous laisse. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir, Monsieur Marchal, et puis toutes les personnes qui sont autour de l'écran. Donc je partage mon écran en espérant que ça fonctionne comme tout à l'heure. Vous me dites si c'est bon pour vous? Ah oui, oui, c'est parfait. Très bien. Donc, Monsieur Marchal m'avait demandé de vous présenter en quelques slides le groupe Moufret très rapidement, et puis les perspectives qu'on a sur les projets, des projets hydrogène. Alors, c'est vraiment en avance de phase, parce que pour l'instant, on regarde et on écoute un peu ce qui se passe. Pour vous présenter très rapidement le groupe Moufret, aujourd'hui, là, vous avez une carte sous les yeux qui représente l'ensemble des entités, des agences réparties sur la France, sachant qu'on en a une, enfin on en a deux. On en a une au Luxembourg et une en Pologne. Donc à peu près une cinquantaine de sites pour 4000 personnes, 3000 moteurs, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Marchal. Donc des activités très polyvalentes, hein. On fait aussi bien de la tout-liner en marchandises générales, de la benne pour les travaux publics, de la citerne pour les liquides ou pulvère roulant, du petit porteur, etc. On a également une activité logistique avec environ 120 000 m² de surface logistique sur à peu près une dizaine de sites. Enfin, par rapport au sujet du jour, on est labellisé par le dispositif Objectif CO2 qui a été mis en place par l'ADEME alors on est charté depuis 2008 et labellisé depuis 2016. Et bon, vous avez le chiffre d'affaires qui vous donne un aperçu de la dimension du groupe. Et alors, je ne suis pas là pour faire le commerce de mots frais, donc très rapidement, je passe sur l'aspect démarche environnementale qui nous anime. Là, vous avez sous les yeux un peu une synthèse des quelques actions structurantes et importantes qu'on a mis en place dans le groupe, notamment l'éco-conduite qu'on a mis en place depuis la création de notre centre de formation en 1997. Donc aujourd'hui, 100% des conducteurs sont formés à l'éco-conduite. Je pourrais dire quasi 100% parce que on est amené à racheter quelques agences, enfin quelques sites au fur et à mesure. Donc, le temps de les former, on n'est pas toujours à 100% pile poil. On fait attention parce que bon, les émissions de CO2, on va dire, sont liées au kilométrage que l'on réalise. Et moins on va faire de kilométrage à vide et optimiser les chargements, et mieux on pourra optimiser justement cet objectif de réduction des émissions de CO2. On met en place plusieurs matériels sur nos poids lourds, notamment du bridage, des déflecteurs, la gestion des pneumatiques avec des pneus basse consommation pour à nouveau diminuer la consommation. On est très actif sur l'utilisation de carburants alternatifs, parce qu'il faut savoir qu'un transporteur aujourd'hui, plus de 99% de ses énergies et donc de ces émissions de CO2 proviennent de son cœur de métier, on va dire, hein, qui est le transport et puis le carburant en lui-même. Donc forcément, on est obligé d'agir en priorité sur ce thème-là. On a créé en 2017
une filiale afin de réaliser du transport fluvial et ferroviaire, donc principalement fluvial aujourd'hui. Et enfin, on essaie d'aller le plus possible sur des énergies renouvelables et puis développer des projets lorsque l'occasion s'y présente. Par exemple, ici, pour ceux qui sont de la région d'Épinal, ont sûrement entendu parler d'un projet de construction d'un nouveau pôle de formation, d'un grand campus de formation avec des salles de cours, des pistes, un restaurant d'entreprise, une crèche. Et donc, les toits, on a décidé d'équiper les toits. En fait, il y a 4 grands toits, 4 grands bâtiments. Donc, il y a 2 toits qui sont équipés de toits végétalisés et les 2 autres toits, les 2 plus grands, qui sont équipés de panneaux photovoltaïques. Et on va comment dire, aménager l'ensemble des surfaces extérieures sous un principe de biodiversité. Voilà, donc toutes ces actions, normalement, devraient nous amener, parce que bon, on est dans un principe de démarche continue, d'amélioration continue, et donc toutes ces actions doivent nous amener à réduire nos émissions de CO2 de l'ordre de 50% à l'horizon de 2030. Donc forcément, on va énormément agir sur le thème qu'on appelle également mix énergétique, et donc les aspects d'hydrogène nous intéressent fortement. Donc, si on vient, voilà, un dernier slide pour présenter le groupe, mais justement pour faire un focus sur ce mix énergétique. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de 3000 véhicules, donc qui sont principalement à l'énergie diesel Euro 6. Et à côté de ceci, on a développé depuis 2012, on a été le premier transporteur à rouler au gaz. Aujourd'hui, on a une flotte. Alors, le 180 s'est transformé depuis peu en à peu près un peu plus de 200. 200 véhicules au gaz et biogaz. Forcément, c'est sur le biogaz qu'il va falloir qu'on aille le plus le principalement possible. On développe également des stations, aussi bien des stations privées que des stations publiques. On fait des tests actuellement sur du biodiesel. Aujourd'hui, ce n'est pas une énergie qu'on souhaite développer en masse parce qu'il y a encore le problème qui se pose concernant le dispositif des ZFE, les zones à faible émission, qui seront appliquées à partir de 2024 dans les grandes villes. Et le biodiesel n'est pas éligible à ce dispositif-là. Donc, bon, comme on transite quand même dans les grandes villes, on se dit que pour l'instant, ce n'est pas forcément judicieux d'aller sur ce carburant-là. On commence à lancer des véhicules poids lourds électriques. Donc, il y a quelques mois, on a mis en exploitation un véhicule, un porteur poids lourd, 26 tonnes en région parisienne. Et le mois prochain, on va lancer le premier tracteur poids lourd électrique en France qui devrait rouler dans le nord de la France. Et enfin, c'est le sujet du moment, on est forcément à l'écoute de ce qui se passe sur l'hydrogène. Bon, on est en attente forcément, hein, comme beaucoup d'autres transporteurs, d'une d'une maturité en termes offre constructeur et puis station. Voilà, on est encore beaucoup en avance de phase. Donc sur l'aspect hydrogène, en ce qui nous concerne, je vais passer directement à la troisième ligne. En fait, c'est juste pour vous dire qu'on va faire un test en exploitation d'un tracteur hydrogène comme celui qui est en photo à gauche. Ça va être de la marque Aizen qui va rouler normalement janvier ou février. Parce qu'on est en train de finaliser un contrat avec un client qui accepte de faire ce test-là, parce que bon, ce test va nous coûter un peu, donc on cherche un partenaire pour partager les frais. Et donc, on va réaliser ce test début janvier début 2022 en utilisant, alors au début, on devait utiliser une station mobile qui nous était prêtée par Total, un peu le genre de station qu'on voit en photo qui a été utilisée pour faire des tests sur le circuit des 24 heures du Mans. Et là, ces derniers jours, on est en discussion en fait avec SIDEV qui va ouvrir une station hydrogène à La Roche-sur-Yon. Et donc, si on arrive à identifier un flux de transport et un client
proche de cette station-là, ça serait beaucoup plus pratique et plus facile pour nous de réaliser ce test via une station qui commencerait à devenir peut-être un standard pour les prochaines années. Les autres chiffres, je l'ai dit, même si vous êtes peut-être au courant, mais donc les tracteurs qu'on aurait à disposition, les premiers tracteurs à hydrogène ont une puissance, comment dire, bien acceptable, hein, ce qui n'était pas le cas au démarrage des tracteurs gaz. L'autonomie dépend forcément de la puissance d'entrée au niveau de la station. Ce qu'on nous propose, soit du 350, soit du 700 bars. Sur des stations de 700 bars, on pourrait aller sur des autonomies de 800 km, ce qui est vraiment très bien. Aujourd'hui, un tracteur normal réalise une moyenne de 380 à 400 km par jour sur du trafic standard. Les prix, vous devez également les connaître, hein. Aujourd'hui, alors ça a peut-être diminué, mais apparemment, on est de l'ordre de 12 € du kilo. Il y a une cible, ça c'est les informations qu'on a des constructeurs. Il y aurait une cible à horizon 2025 de l'ordre de 8 € du kilo. Il ne faudra pas hésiter à me contredire si vous avez des informations différentes. Et dans nos calculs, on s'aperçoit qu'il faudrait arriver à 2,5 € du kilo, 3 € du kilo maxi pour avoir des coûts similaires, des coûts de revient similaires au diesel. Alors là, Monsieur Marchal m'avait demandé de donner un peu un panorama de quelques informations purement très de transport qui peuvent peut-être conditionner la réflexion de certains d'entre vous sur la mise en place de projets hydrogène. Les deux graphiques sont un peu vont assez ensemble. D'une part, le premier tableau montre la répartition des volumes transportés. Alors, on s'aperçoit que, on va dire, 60% des volumes sont en dessous de 500 km, 40% au-delà. Il y a une étude qui a été terminée il n'y a pas longtemps par un organisme équilibre des énergies qui est passé dans le magazine de référence du transport, qui, d'après eux, le marché le plus porteur pour l'hydrogène est celui des transports de plus de 500 km. Sachant que un transporteur, enfin que ce soit Maufrais ou d'autres transporteurs, je pense, il y a beaucoup moins cet esprit de transport longue durée, longue distance, comme il y avait dans le temps, avec du découché. Aujourd'hui, la majorité des transports, des véhicules reviennent à leur base, reviennent sur leur site très fréquemment. Pourquoi je l'ai mis en corollaire, ce petit tableau-là, que je l'ai récupéré du site du CNR, c'est pour montrer qu'en fait, que la majorité des sites de transport, enfin des entreprises de transport, sont équipés de leur propre cuve. Donc, lorsque je fais le parallèle par rapport, encore une fois, à ce que disait Équilibre, l'analyse d'équilibre des énergies, qui dit la production et la distribution devront au début être concentrés en un même lieu au sein de hubs de grande capacité. Alors, je me doute que par rapport aux investissements que nécessitent des stations hydrogène, c'est la solution de facilité. Par contre, ce n'est pas forcément la solution la plus judicieuse dans l'organisation d'un transporteur. Donc, il faudra peut-être trouver des compromis sur le développement de stations ou de hubs qui délivrent de l'hydrogène pour que les transporteurs se sentent intéressés par l'offre. Et enfin, le dernier graphique du bas reprend un peu comment dire, un des éléments qu'avait donné Madame Baudouin la semaine dernière concernant la durée de conservation des véhicules et notamment les durées d'investissement. Aujourd'hui, les durées d'investissement sont de l'ordre à peu près, on le voit, entre 5 et 6 ans. Quand on voit le surcoût du matériel, que ce soit électrique, hydrogène, il faudra effectivement à ce que les entreprises aillent sur des durées d'investissement beaucoup plus longues et donc peut-être soit un peu mieux aidées par les organismes financiers et puis par leurs partenaires, clients, chargeurs. Ceci est la dernière diapo. Vous me dites, hein, Monsieur Marchal, si je déborde au niveau Non, timing. c'est parfait, c'est parfait. Je parle assez vite.
Oui. Donc, ceci est la dernière diapo. Je voulais vous donner quelques informations qui, à nouveau, peuvent peut-être vous intéresser dans des projets à venir hydrogène, dans le monde de la mobilité et notamment du poids lourd. C'était d'une part notre retour d'expérience au niveau du gaz. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2012, on a été le premier transporteur à utiliser des tracteurs au gaz et il s'est passé énormément de temps, il y a 4, 5 ans, parce que tout était très poussif. Il n'y avait pas de station. On nous disait qu'il fallait des volumes minimums afin de mettre en place des stations. L'offre véhicule, au départ, n'était pas tip-top parce qu'avec des puissances très, très basses, de l'ordre de 330 chevaux, et on s'aperçoit que la mise en place du gaz est encore est si poussif que ça, parce que 9 ans après, on n'est qu'à 6%, 6% du parc. Alors là, c'est pas Maufrais, hein, c'est l'ensemble du parc français qui est équipé à 6% de gaz, de véhicules au gaz. Je notais qu'il y avait un manque de stations flexibles. Ça peut être un retour d'expérience important pour l'hydrogène, parce qu'on avait énormément de clients qui étaient intéressés par les véhicules au gaz, par rouler au gaz. Par contre, ils n'avaient pas forcément beaucoup de volume. Ça pouvait être un client qui était intéressé pour faire rouler 2 ou 3 véhicules. Et en face de nous, on avait des fournisseurs de gaz ou des installateurs de stations qui nous disaient, voilà, 2-3 véhicules, c'est pas assez, il nous faut un minimum d'une quinzaine de véhicules pour mettre en place une station. Donc, c'est dommage parce que d'un côté, on avait des gens qui étaient motivés pour rouler au gaz et pour payer un petit peu plus cher ce carburant. Et d'un autre côté, on n'avait pas assez de volume pour mettre en place. Donc, c'était très poussif. Et 9 ans après, c'est seulement aujourd'hui qu'on commence à avoir des offres de petites stations gaz de la part des fournisseurs. Donc, peut-être qu'il faudra réfléchir à une offre, je ne sais pas si techniquement c'est possible, mais à des, enfin, sans paraphraser Macron, qui propose des petites unités, comment dire, nucléaires. Mais bon, là, pour l'hydrogène, peut-être qu'il faudra voir des choses en plus petit pour toucher un maximum de transporteurs. Une info aussi, c'est que si on n'avait pas eu la grande distribution du type Carrefour, Auchan, pour lancer le gaz, ça aurait été beaucoup plus difficile au début. Donc, ils ont eu un gros rôle à jouer dans ce domaine-là. Et parfois, on avait constamment des questions des clients qui entendaient des discours différents, qui n'étaient pas cohérents, d'analystes, de soi-disant experts, tout ça, qui remettaient en cause le gaz. Je ne suis pas là pour défendre le gaz, hein, mais on va dire qu'il y a la mise en place peut-être d'experts bien identifiés pour l'hydrogène serait intéressant pour rassurer les futurs utilisateurs. En ce qui concerne sur l'hydrogène, donc ça tout le monde le sait, hein, je pense que aujourd'hui, vu le coût de l'hydrogène, il va falloir trouver des solutions. Aujourd'hui, un véhicule hydrogène coûte 4 fois plus cher qu'un véhicule diesel. Et si on fait vraiment l'analyse totale du TCO, on est à peu près le double du diesel. Aujourd'hui, il y a des aides qui existent sur les véhicules, hein, sur le peu de véhicules qu'on pourra lancer, mais c'est les mêmes aides qu'il y a par exemple sur l'électrique. La question, est-ce qu'il n'en faudrait pas en mettre également pour les carburants? Si par exemple, aujourd'hui, pour le gaz, on a une taxe qui a été réduite par rapport au diesel, ça a donné peut-être un petit coup de pouce pour lancer le gaz. Donc, à voir pour l'hydrogène. Et surtout, ça a été une discussion qu'on avait eue avec Monsieur Marchal. Jusqu'à aujourd'hui, les clients, nos clients, les chargeurs, ont eu l'habitude de réaliser leur transport quasi au même prix, quel que soit le carburant proposé, que ce soit diesel, gaz, biogaz, biodiesel. On essaie de trouver on essaie toujours de trouver des solutions pour amener un prix quasi identique. Et parfois, l'effort est fait plus, je ne suis pas là pour pleurer hein, du tout, hein, mais l'effort est fait plus du côté du transporteur que du client. Et donc là, il va falloir changer peut-être l'état d'esprit des utilisateurs, enfin des consommateurs de nos transports, pour leur dire, OK, aujourd'hui, on a sur le marché des énergies beaucoup plus vertueuses, mais il va falloir mettre la main à la poche également et puis proposer,
accepter des prix de transport un peu plus élevés. Après, je sais bien que derrière, il y a toute une déclinaison de ce prix qui est fait sur leur prix de vente à eux. Donc voilà, il y a une réflexion à faire également avec les consommateurs des transports pour qu'ils soient plus dans un esprit de partenariat, comme je l'ai indiqué sur la diapo. Et enfin, quelles sont les perspectives de Maufrais pour l'hydrogène? Ben là, c'est un peu c'est le grand point d'interrogation parce que c'est pas évident. On essaie voilà, on va faire des tests, on va voir un peu comment se comporte le véhicule, on va voir un peu comment se comporte la technologie, les stations sur l'offre technique, les tarifs. Mais c'est difficile aujourd'hui de vous dire ben voilà, à horizon 2030, c'est-à-dire peut-être dans 9 ans, un peu comme le gaz. Aujourd'hui, on a 200 véhicules au gaz. Je suis incapable de vous dire si dans 10 ans, on aura 200 véhicules hydrogène. Voilà, il y a encore beaucoup d'interrogations et puis il faut qu'on teste la technologie avant d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Merci beaucoup en tout cas de cette présentation très, très claire et des perspectives qui se présentent ici par rapport au groupe. D'ailleurs, je pense que votre message sera bien entendu, notamment je vois dans la liste des présents qu'on a l'attaché parlementaire de députés, et c'est effectivement, ça peut, la question de la fiscalité aussi est directement intéressante aussi, parce que par quel bout on fait quel bout on prend pour arriver à faire en sorte que le surcoût lié à l'hydrogène soit en partie pris en charge avant qu'on arrive à en diminuer effectivement le coût de production. Donc, ça peut être aussi un angle, on entend bien. J'entends aussi dans ce que vous nous avez dit que l'autonomie d'un véhicule, d'un poids lourd, est prévue sur 600 à 800 km et ça correspond bien aux usages aujourd'hui d'un transporteur comme vous, puisque vous aviez évoqué à peu près 400 km de parcours par jour. Donc, je pense que ça laisse aussi à réfléchir. On a notamment nos collègues de la région ici, on parle bien de transport à l'échelle des grandes régions, me semble-t-il. Donc ça, c'est aussi intéressant peut-être dans les perspectives entre les transporteurs, donc le privé, et les collectivités, la manière dont on peut penser aussi la production, le stockage, la distribution par l'implantation de ces stations. Je vous propose peut-être juste avant l'intervention de M. Leguet, un petit retour de Jacques N qui proposait effectivement une petite réaction par rapport à ce que vous avez évoqué. Oui, bonjour. Merci pour ces infos, c'est très intéressant. Moi, j'aurais une question, mais je pense qu'on va la traiter, on pourra en échanger à part. Toutes déjà les actions éco-conduite, vous avez quasiment tout le monde qui a été formé. Ça peut être intéressant aussi de savoir finalement quel a été l'impact déjà de cette première action et voilà, comment par rapport à vos objectifs, si ça peut effectivement contribuer suffisamment ou quel est à chaque fois l'impact de ces différentes actions. Moi, je voulais juste en profiter effectivement pour rappeler par rapport aux tarifs effectivement de l'hydrogène à la distribution. Donc, on a dans les appels à projets écosystème de l'ADEME, écosystème hydrogène, les objectifs qu'avait placé l'ADEME sur sur les 3 vagues qui viennent de passer, c'est un objectif à 9 euros. Donc, je pense qu'effectivement, placer un objectif à 8 euros à 2025 ou après être quelque chose qui paraît cohérent parce que c'était des coûts qui sont annoncés pour des projets assez rapides. Donc on voit que c'est des tarifs qu'on entend aussi dans les projets plutôt jusqu'à entre 2025 et 2030, on entend parler de 7 euros aussi. Voilà. Par contre, les 2,50 €, ça va être quelque chose quand même de très, très complexe. Ce qui m'intéressera aussi, c'est de connaître mieux l'équilibre, parce que c'est vrai que sur la mobilité légère, on parle de 9 euros, on est à peu près à l'équilibre. Alors, ça me surprend qu'effectivement, il faille descendre jusqu'à 2,50 € pour être à l'équilibre sur le véhicule lourd. Ces calculs ont été faits sans subvention, c'est pour ça, c'est pour ramener les choses sur le même périmètre. D'accord, donc vous êtes avec le surinvestissement, c'est sur du TCO à la limite où vous amortissez l'investissement et tout ça. C'est pas avec un prix cible futur qui serait plus proche.
parce que c'est vrai qu'on voit que les prix baissent quand même sérieusement sur les bus, hein, ça va très très vite, hein, au niveau baisse des prix. Ce que je vous invite aussi, c'est, alors je peux juste partager mon écran. Vous avez, alors pour ceux qui sont intéressés, vous avez France Hydrogène qui a publié un catalogue des panoramas des solutions. Et donc, ce qui est peut-être intéressant, vous retrouvez les chapitres sur la mobilité poids lourd avec les différents véhicules qui sont avec les plannings de ce qui doit arriver avec les offres, les offres. Donc, ça, c'est un document PDF disponible sur le site. Vous avez certainement entendu parler du projet H2 Corridor. Oui. Donc, il y a la région Grand Est qui est très intéressée pour se connecter à ce projet-là avec un H2 Corridor Grand Est, certainement. Est-ce que Maufrais serait un acteur qui peut être intéressé pour joindre ce genre de projet? En fait, à chaque fois, on essaie d'associer un projet avec, comment dire, une réalité terrain. Parce que sinon, on sait pertinemment qu'on pourra pas aller sur ces nouvelles technologies si on n'a pas du transport concret derrière, quoi. Vous avez la parole. Je suis Yannick Leguet, donc je suis directeur technico-commercial d'Alstom et particulièrement en charge depuis quelques années on va dire, de faire un peu prendre le bâton de pèlerin pour essayer de présenter les différentes technologies autour des trains hydrogène. Vous allez voir, Alstom a un petit peu travaillé sur le sujet et on souhaite effectivement le partager avec vous aujourd'hui. Alors déjà, la stratégie aujourd'hui d'Alstom s'inscrit effectivement dans un souhait de décarboner le transport, et en particulier le transport ferroviaire, même si aujourd'hui, voilà, quand on regarde un petit peu on va dire les secteurs émetteurs de CO2 aujourd'hui, le transport représente à peu près un tiers des émissions de CO2 dans le monde, et dans ce tiers, le rail représente une part très très faible, et pour autant, cette part très très faible aujourd'hui, qui est essentiellement liée à l'utilisation de trains diesel, que ce soit pour le passager ou le fret, on va chercher à le réduire à zéro, hein, en travaillant sur deux technologies que sont la batterie et l'hydrogène, qui sont deux technologies, quand on regarde un petit peu les différents secteurs de la mobilité, sont effectivement les deux technologies qui semblent les plus prometteuses, les plus en avant pour réussir la transition écologique, énergétique dans la mobilité. Alors, en France, on est à 0,5% effectivement des émissions. Pourquoi? Parce que le ferroviaire est déjà naturellement un mode de transport extrêmement propre, hein, puisqu'il est à la fois un mode de transport collectif, donc ramener aux passagers, les émissions de CO2 sont très faibles, et en plus, il est essentiellement électrifié. Donc l'électrification, c'est effectivement la meilleure solution pour un transport totalement décarboné. Cependant, aujourd'hui, 40% des lignes françaises ne sont pas électrifiées, et elles ne le sont pas parce que ça coûte cher d'électrifier. Ça coûte entre 1 et 3 millions d'euros du kilomètre, et elles l'ont été, ou elles le sont toujours, mais de moins en moins, mais elles l'ont été globalement, en France comme en Allemagne, à hauteur de 50 à 60% du réseau, pour des connexions entre agglomérations qui justifiaient d'un trafic. Néanmoins, il reste encore des trafics relativement faibles entre différentes agglomérations, et le coût d'électrification pour faire passer 4, 6, 8 trains par jour ne se justifie absolument pas. Et aujourd'hui, la seule solution qui était utilisée jusqu'à présent était d'utiliser des trains diesel de deux types, hein. Soit des trains monomode diesel, hein, que vous voyez sur la partie gauche de l'image, qui sont des trains qui n'ont que des moteurs diesel pour avancer, soit des trains bimode diesel caténaire qui vont pouvoir alterner des lignes électrifiées en montant un pantographe et quitter les lignes électrifiées pour continuer le trajet sur des lignes non électrifiées en mettant en route un moteur diesel. Et depuis quelques mois, quelques années, on a, avec le support de différentes régions, dont la région Grand Est, bien évidemment, travaillé sur le verdissement des solutions, essentiellement les solutions bimode, hein, que sont le Regiolis GC,
en travaillant sur 3 axes. La première, le premier axe, c'est d'hybrider les moteurs diesel, savoir qu'on enlève la moitié de la puissance diesel, mais on en laisse quand même l'autre moitié, et on remplace cette moitié par des batteries. Donc ça, c'est une hybridation. On travaille également sur la suppression totale des moteurs diesel pour remplacer soit par des batteries, c'est le cas de l'AGC, soit par une chaîne de traction à hydrogène, c'est le cas du Regiolis, on va en reparler tout à l'heure. Le train hydrogène chez Alstom, il est né en Allemagne. Alors, ça a été effectivement une présentation en 2018 qui a fait couler beaucoup d'encre. On est venu voir Alstom en disant « Mais pourquoi est-ce que vous allez faire le train hydrogène en Allemagne ?» etc. Simplement parce que ce sont les Allemands qui nous l'ont demandé et qui nous l'ont demandé en premier. Alors, le train sur lequel a été fait cette première mondiale d'un train passager à hydrogène, c'est le train E-Lint, qui est issu d'une gamme de trains diesel qui a eu un très gros succès en Allemagne, qui est une gamme qui a eu plus de 1000 à 1200 exemplaires entre l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et autres. Ce train, il a été vendu à différents exemplaires en différentes longueurs, et c'est un train qui était monomode diesel, pour remettre un peu la classification qu'on a vue tout à l'heure. C'est un train monomode diesel, et en 2014, il a été convenu entre 4 partenaires qui étaient donc l'État allemand, le Land Basse-Saxe et le Linde et Alstom, de faire un partenariat, c'était en septembre 2014 à l'Innotrans, de faire un partenariat pour la fabrication d'un premier train à hydrogène. Donc ce train a été présenté ce même salon Innotrans 2 ans plus tard, en 2016, et c'était le train E-Lint, dont vous voyez les photos ici, et qui a été mis en circulation en septembre 2018, donc 2 ans plus tard, après une phase de test et d'homologation. Alors, ce train, c'est un train, alors vous avez sur la partie gauche de la diapositive ce qu'on a enlevé à ce train originellement diesel. On a enlevé les moteurs diesel et la cuve à gasoil, et on a rééquipé un train totalement en chaîne de traction électrique avec des moteurs électriques, une chaîne de traction électrique, une batterie avec convertisseur, une pile à combustible et des réservoirs d'hydrogène. Donc les réservoirs d'hydrogène étaient montés en toiture, une pile à combustible qui était également montée en toiture, et le reste des composants montés en sous-châssis. Donc ce train, donc le premier train hydrogène au monde, est un train qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à ces autres petits trains allemands qui, on va dire, qui sont utilisés sur les lignes régionales, les petites lignes régionales en Allemagne. C'est un train qui roule à 140 km/h, mais par contre qui est tout à fait de la toute dernière génération de ce qu'on peut faire avec le Wi-Fi à bord, les prises de courant USB, les compatibilités avec les normes d'accessibilité pour les usagers en fauteuil roulant. Il y a un WC accessible aux fauteuils roulants, etc. Donc c'est un train. C'est un petit train allemand de mode hydrogène qui a été vendu à 14 exemplaires pour la première commande, à 27 exemplaires pour la deuxième commande, donc 2 qui sont en cours de livraison. L'une pour la région de Basse-Saxe, où ont lieu les 18 mois d'essai en service commercial, et la seconde commande pour le land de Hesse, donc dans la région de Francfort, où il y a une commande de 27 trains additionnels. Alors, un train hydrogène, ça marche comment? Alors déjà, un petit rappel basique, une pile à hydrogène, ça fonctionne par, on va dire, l'apport d'hydrogène qui vient des réservoirs d'hydrogène où il est stocké à 350 bars. Le dihydrogène va passer au travers d'une membrane échangeuse de protons au cours de laquelle elle va libérer des électrons. Ces électrons vont être récupérés pour servir à l'alimentation des moteurs de traction. À l'autre bout de la pile, enfin de la réaction, on recombine les deux atomes d'hydrogène avec l'oxygène de l'air ambiant pour ressortir uniquement de l'eau et de la chaleur. Voilà, donc c'est en fait une production d'électricité à base d'hydrogène à bord du train. Donc cette réaction a lieu dans des stacks, des stacks à hydrogène que vous voyez ici, dans la partie de cette stack, qui sont mis en série parallèle pour faire la bonne puissance
le bon niveau de courant, le bon niveau de tension, dans ce qu'on appelle un fuel cell power pack, qui est un power pack dans lequel va falloir gérer l'admission d'hydrogène, l'admission d'air ambiant, la compression de l'air ambiant, l'évacuation des condensats, de l'eau, l'alimentation en énergie de contrôle, de vérification, de pression, de risque, etc., etc. Donc c'est un système quand même très complexe qui est intégré et monté sur la toiture du train, d'accord, à côté des fameux réservoirs d'hydrogène que vous voyez ici sur la photo de droite. L'hydrogène est stocké à 350 bars dans des réservoirs sur la toiture, mais va être distribué sur le train à la pile à combustible. Alors, globalement, quand on prend l'impact écologique d'un train comme le HyLint alimenté en hydrogène vert, on va économiser environ par an l'équivalent de 400 voitures, soit à peu près 700 tonnes de CO2, et une flotte de 15 HyLint, comme il a été commandé en Basse-Saxe, c'est à peu près 6000 voitures d'économiser. En gros, entre la commande de Basse-Saxe et la commande du land de SE, on va être déjà sur 15 000 voitures d'économiser en circulation annuelle. Alors, dans le reste du monde, qu'est-ce qui s'est passé sur l'hydrogène? Alors, il y a eu cette on va dire, communication extrêmement médiatisée, on va dire, dans le monde entier, puisque ça a été communiqué dans toutes les langues et tous les pays. Excusez-moi, et voilà, pendant 18 mois, les gens ont pris le train à hydrogène comme ils prenaient le petit cousin de ce train en mode diesel. La seule différence, quand ils attendaient sur le quai, c'est qu'ils ne savaient pas si c'était un train diesel ou un train hydrogène qui allait venir les chercher. Et on voyait arriver au loin soit un train avec un petit panache de vapeur d'eau, qui était le train hydrogène, qui ne faisait pas de bruit, parce qu'effectivement, un train hydrogène ne fait pas de bruit. C'est un train à traction électrique, donc on n'a pas le teuf-teuf, ni les émissions de fumée, ni les émissions de particules. Et donc, ce train a fait un service commercial de manière totalement, on va dire, superposable et transparente du vue de l'utilisateur par rapport à ses cousins trains diesel de la même gamme. Alors, ce train a circulé pendant 18 mois, on l'a vu, entre septembre 2018 et février 2020. Alors, il y avait 2 trains qui circulaient exactement sur cette ligne, entre Buxtehude et Cuxhaven. À l'issue de 18 mois de tests qui étaient convenus lors de la signature du partenariat, les 2 trains sont partis faire un petit peu un tour d'Europe. Ils ont circulé aux Pays-Bas, en Autriche, ils ont circulé également en Suède, en Pologne. Ils sont venus en France, on a fait des essais, des présentations sur l'anneau de Valenciennes. Voilà, ils vont partir en Australie, ils vont partir en Amérique du Nord également. Voilà, donc ce sont des trains à hydrogène qui sont présentés dans différents pays, et voilà, la logistique devient de plus en plus fluide pour amener ce type de train dans les pays concernés. Et voilà, on a des petites stations comme celle que vous voyez ici en bas, qui a servi à alimenter pendant 18 mois les 2 trains hydrogène qui étaient en circulation commerciale. Donc, on a travaillé donc avec les 4 régions. Autour de la SNCF, on a travaillé, alors non pas sur le HyLint, mais sur un train qui est fabriqué en région Grand Est, qui est fabriqué à Reichshofen, qui s'appelle le Régiolis, et qui est actuellement en cours de livraison pour les régions françaises, et qui est un train bimode. Alors un train bimode, on l'a vu tout à l'heure, c'est un train qui a à la fois un pantographe pour rouler sur les lignes électrifiées, en montant le pantographe, et qui sait continuer son trajet sur des lignes non électrifiées en mode, alors jusqu'à présent c'était en mode diesel. À partir de ce projet, ce sera maintenant en mode hydrogène, donc totalement zéro émission. Donc les 4 régions ont signé on va dire en avril de cette année ce contrat pour 12 trains plus 2 en option. Donc chaque région prend 3 trains en commande ferme et la région Grand Est a commandé 3 trains en ferme plus 2 en option. Donc, la vitesse de ce train, c'est 160 km/h. Son autonomie va être un peu inférieure à celle du HyLint. Le HyLint est en monomode, lui a une autonomie de 1000 km. Le train Régiolis est en bimode, alternant, on va dire, des circulations en électrique et en non électrique. Il va avoir une autonomie qui va être comprise entre 400 et 600 km. Alors, par contre, c'est un train qui est quand même quasiment 2 fois plus grand que le HyLint, et surtout, il va être couplable avec les autres trains de la flotte régionale dans chacune des régions, ce qui lui apporte quand même un certain attrait vis-à-vis de l'exploitation qui est actuellement organisée par la SNCF.
Donc, dans le reste du monde, on continue à faire des démonstrations autour du e-Lint. On a encore des contrats qui sont en cours de négociation autour du e-Lint. On l'a présenté, je vous l'ai dit tout à l'heure, en Suède, au Danemark, en Pologne, mais il va retourner en Allemagne également pour faire des démonstrations. On a un contrat qui vient également de nous être notifié pour Eversholt, qui est pour de la modification de matériel roulant existant pour ce qu'on appelle un leaser, c'est-à-dire quelqu'un qui loue des trains à des opérateurs en Angleterre, en Écosse particulièrement. Et on a également signé 14 trains, dont 6 fermes, pour le nord de l'Italie, pour le nord Milan, voilà, sur la base d'un train également pour lequel ils avaient passé une commande récemment en mode diesel et qui va être également transformé en mode hydrogène. J'avais une première question, c'était par rapport à l'alimentation de ces trains, puisque effectivement vous êtes sur une consommation évidemment lourde, importante. Comment est-ce qu'on va organiser l'alimentation de stations? Est-ce que ce sont des stations qui seront propres? Alors, est-ce que c'est géré par le groupe Alstom? Est-ce que c'est géré par l'opérateur ferroviaire ou par les régions elles-mêmes? Comment est-ce que vous allez organiser cela? Alors, en fait, en Allemagne, on arrive avec, les Allemands nous demandent souvent d'arriver avec la fourniture du train, la maintenance du train et également la fourniture de l'énergie. Ce qui n'est pas le cas en France, puisque les régions souhaitent conserver, on va dire, leurs prérogatives sur l'énergie et sur l'alimentation des trains, en particulier sur la production d'hydrogène en local. Chacune des 4 régions a un plan hydrogène qui lui est propre et va faire le choix soit de fabriquer localement, soit de distribuer localement en ayant fabriqué ailleurs. Enfin, chaque région est, on va dire, un peu maître de son choix sur ce thème-là. Et Alstom ne se positionne pas particulièrement sur la distribution d'hydrogène en France. La SNCF va proposer ce service, très certainement, mais voilà, ce n'est pas Alstom qui s'en occupe en France. D'accord, très bien. Et est-ce que vous pouvez nous donner une indication sur le volume, en fait, d'hydrogène qui est consommé? Un train hydrogène, c'est à peu près entre 170 et 270 kg d'hydrogène. 170 kg d'hydrogène, c'est pour le train régioniste, 260 kg d'hydrogène, c'est pour le train e-Lint. Donc, on voit qu'une flotte d'une dizaine de trains autour d'un dépôt de maintenance, puisque les trains sont gérés dans des dépôts de maintenance. Et avoir 10 trains dans un dépôt de maintenance, c'est potentiellement une consommation d'1 à 2 tonnes d'hydrogène par jour. Donc, ça commence à être une production quand même, un besoin particulièrement massif, ce qui va permettre de générer une décroissance des coûts. Alors, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par M. Plançon, notre point d'équilibre a été calculé, nous, à 4,5 €. D'accord ? Donc, c'est un petit peu au-dessus de ce qui est fait dans le cadre de ce qu'a nous annoncé M. Plançon. L'alternative en train batterie est possible, mais sera complémentaire à ce qui pourra se faire entre l'hydrogène et la batterie. Donc, quelque part, il faudra très certainement passer à l'hydrogène pour des dessertes que ne permettra pas la batterie, et cette production massive pourrait attirer, on va dire, d'autres usages, puisque massifier la production, les 4,50 €, effectivement, on les sent accessibles à l'horizon 2030-2035, quand le renouvellement du parc diesel en France arrivera. Aujourd'hui, il y a à peu près 1200 trains diesel qui roulent en France. Ces trains vont arriver en 2025. Et donc voilà, donc d'ici là, il faut qu'on ait fédéré tout l'écosystème ferroviaire hydrogène pour pouvoir démontrer la pertinence de cet usage de l'hydrogène pour le ferroviaire. Et on le fait dans le reste du monde également. Une dernière petite question, mais avant de laisser la place aussi à nous. Entre le moment où on a une commande d'un train et sa mise en production et son utilisation, il se passe combien de temps? Alors, si le produit est déjà développé, c'est-à-dire que si demain vous me dites tiens, il y a eu des commandes de trains région voudrait 2 de plus, faut compter
voilà, de 24 mois, de 24 à 36 mois. Si par exemple, au contraire, vous me dites, bah, il y a des trains hydrogène qui existent, mais j'en voudrais un autre, qui ne soit pas le même et qui soit plus petit, plus grand, plus rapide, moins, je ne sais pas quoi, là, on peut même de l'ordre de 4 ans pour avoir une homologation, parce qu'il faudra effectivement repasser sur un process d'homologation complet, et c'est ce qui prend beaucoup de temps en fait dans le ferroviaire, les phases d'homologation qui sont très très longues. Écoutez, merci en tout cas à tous. Merci en particulier à M. Leguet et Janson pour votre participation. Alors, et comme nous l'avions indiqué, je pense qu'après, à la fin de cette série de webinaires qui se terminera fin janvier, on organisera une session extraordinaire en présentiel, en présence de l'ensemble des élus du Sillon-Lorraine, du pôle métropolitain, de la région, où on invitera les différentes personnes qui sont intervenues ici pour qu'on puisse avoir aussi un échange avec l'ensemble des élus qui seront évidemment très intéressés par toutes ces questions.